Le temps. Vous savez ce qui est passionnant avec le temps? C'est qu'on n'a pas le droit de perdre du temps. Le temps, c'est quelque chose qui est ultra malléable, on peut en faire à peu près ce qu'on veut, en respectant évidemment certaines règles, mais on ne peut pas l'arrêter. Le temps est l'une des choses les plus précieuses, si ce n'est pas la chose la plus précieuse de l'univers. On peut perdre de l'argent, c'est pas grave, on en récupère. Mais du temps, on n'en récupérera jamais. Et vous savez ce que j'aime beaucoup avec le temps aussi? C'est qu'on a chacun notre propre perception du temps. Le temps, comme je vous ai dit à l'instant, c'est quelque chose de malléable. On peut raccourcir notre perception du temps, faire en sorte que tout ce qui se passe autour de nous se déroule plus vite, ou au contraire le rallonger. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est remonter dans le temps. Ça, c'est impossible, parce que ça casse plusieurs lois, notamment le principe de causalité. Si on ne peut pas nous remonter dans le temps, on peut quand même aller chercher quelque chose dans le passé. Et ça, c'est passionnant. Parce que, grâce à certains concepts, on peut aller chercher des objets primordiaux parmi les premiers de l'univers. Est-ce que ça vous dit qu'aujourd'hui, on parte en voyage à travers l'univers? Découvrir ce qui s'y passe ailleurs. Aller voir des objets lointains, très lointains. Aujourd'hui, on va aller chercher les objets les plus lointains de l'univers et surtout l'objet le plus vieux que l'on puisse voir. Étoiles, galaxies, je peux vous dire qu'on va aller chercher très très loin. Alors attachez vos ceintures, parce qu'aujourd'hui ça va être un véritable voyage à travers tout l'espace-temps. À votre avis, jusqu'où on va pousser le vice? Quel va être l'objet le plus lointain de l'univers? Oh, qu'est-ce que ça fout là? Oh, ça génère de en plus. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je prends ici? Étoiles, galaxies, nébuleuses, trous noirs, étoiles à neutrons, tellement d'objets dans l'univers qui peuvent être à la fois tellement vieux. Qu'est-ce que ça va être? Déjà dans un premier temps, quand on parle de notion de temporalité, on parle aussi d'espace. C'est la même chose. L'espace-temps. C'est une donnée qui est extrêmement importante à comprendre si on veut pouvoir avancer dans l'histoire. Ça, c'est mis en évidence par Einstein. Mais il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que plus un objet est loin, plus on va le voir dans le passé. Et ça, c'est à cause de la vitesse de la lumière. On va expliquer tout ça. La lumière, dans le vide, peu importe ce qu'elle fait, peu importe qui la regarde, elle va toujours à la même vitesse. Ce qui veut dire qu'un photon qui a été émis à une certaine distance met un certain temps à nous parvenir.
Et c'est là qu'on va toucher quelque chose d'assez intéressant. C'est que la vitesse de la lumière est lente. Mais alors quand je vous dis lent, c'est genre très lent. Parce que on a l'habitude qu'autour de nous, la lumière soit quasiment instantanée. Dès qu'il se passe un événement, on le voit de suite. Alors qu'en réalité, il y a toujours un petit délai. Et surtout dans le domaine de l'astronomie, les délais sont colossaux. Si je vous mets ça. Pour vous, ici, tout est normal, c'est une image fixe, alors qu'en réalité, elle bouge, à la vitesse de la lumière. C'est assez déroutant. En face de nous, c'est la Terre, et derrière nous, c'est le Soleil. En fait, le Soleil se trouve à 8 minutes-lumière de la Terre. Ce qui fait que la lumière que le Soleil émet met 8 minutes à nous parvenir. Ça peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que si un jour je venais à claquer des doigts et faire disparaître le Soleil, on ne serait au courant que 8 minutes plus tard. Et pourtant, c'est dans notre système. C'est juste à côté. Et il y a déjà un grand décalage. Je trouve ça assez ouf en fait. Donc, ça, c'est valable pour un objet à 150 millions de kilomètres de distance de nous. Donc imaginez quelque chose d'encore plus loin. Pour vous donner un ordre d'idée, Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du système solaire, est à 4 années-lumière de distance. Donc en gros, ça voudrait dire que Proxima du Centaure, si je devais la faire disparaître en claquement de doigts, on ne serait au courant que 4 ans plus tard. Est-ce que vous vous rendez compte ? Alors maintenant qu'on a compris le concept de regarder dans le passé, comment on fait pour estimer les distances d'un objet dans l'espace ? Parce que au final, quand on regarde dans le ciel, on voit des petits points un petit peu partout. On ne sait pas réellement à quelle distance ils se trouvent de nous. Il y a plusieurs méthodes qui sont appliquées pour découvrir et pour connaître la distance d'un objet. Grossièrement, on va retenir 3 grandes méthodes. Pour commencer, pour les objets les plus proches, on va utiliser la méthode des parallaxes. La Terre tourne autour du Soleil, donc on est d'accord qu'elle se déplace. On va regarder un objet et on va voir à quelle vitesse il se déplace par rapport aux objets qu'il y a au fond. Dit comme ça, c'est pas très clair, mais avec les images, vous allez comprendre. Là, on peut carrément observer la parallaxe. La nébuleuse au premier plan se déplace à une certaine vitesse, et celle de derrière ne se déplace quasiment pas. En fait, c'est comme ça qu'on va réussir à calculer la distance de la nébuleuse par rapport à nous. C'est cet effet-là qui s'appelle la parallaxe. Cette méthode, on va l'appliquer uniquement pour les objets relativement proches, comme des étoiles parmi les plus proches, mais aussi certaines nébuleuses. Quand on va aller chercher des objets un peu plus lointains, c'est un peu plus compliqué. Notamment la deuxième méthode, c'est la méthode des céphéides. Alors on va expliquer un peu. Les céphéides, ce sont des étoiles avec une luminosité variable. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que cette luminosité a une période très bien réglée. Mais cette période, elle indique quelque chose de particulier. Plus la période va être longue, plus l'étoile va être lumineuse. Donc ça peut être assez intéressant. C'est-à-dire que on connaît la période, donc on connaît la luminosité de l'étoile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour deux étoiles avec la même période, elles ont la même luminosité. Et ça, c'est le cas partout. En fait, c'est grâce à ça. On va comparer la lumière que l'on reçoit de l'étoile de celle qu'elle émet en temps normal, pour avoir une idée de sa distance. C'est dans un cas très rare d'utiliser ce genre de méthode, c'est pour les objets souvent très lointains. Il reste un dernier cas de figure pour les objets encore plus loin. Là on parle de galaxies et objets encore plus lointains.
C'est la méthode la plus intéressante et la plus utilisée. Est-ce que vous connaissez l'effet Doppler? Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une ambulance vous passe à côté? Laissez-moi finir, on va y venir. Lorsqu'elle se rapproche de vous, ces sirènes vont faire un bruit dans les aigus. Une fois qu'elle vous passe à côté, ces sirènes vont devenir dans les graves. Ça, c'est l'effet Doppler. Vous savez pourquoi? Parce que les ondes sonores se propagent comme la lumière. C'est aussi une onde. Quand elle s'approche de nous, les ondes sonores sont contractées. C'est-à-dire que ça va virer aux aigus. Au contraire, quand elle s'éloigne de nous, les ondes sonores sont dilatées. Donc ça va virer au grave. Et pour la lumière, on a le même effet. Quand un objet se rapproche de nous, sa lumière va virer au bleu, parce que les ondes lumineuses sont contractées. Au contraire, quand un objet va s'éloigner de nous, dans ce cas-là, les ondes lumineuses vont virer au rouge. Ça veut dire que les ondes lumineuses sont dilatées. Et ça, grâce à Hubble, ça peut être très intéressant parce qu'on sait que les galaxies s'éloignent de nous. Et plus les galaxies sont lointaines, plus elles s'éloignent vite. Donc, si vous avez bien suivi, plus un objet est lointain, plus il s'éloigne vite de nous, donc plus il vire au rouge. Et c'est ça la clé. Plus il va virer au rouge, plus il est loin. Et c'est comme ça qu'on va réussir à estimer la distance d'une galaxie ou d'un objet très lointain par rapport à nous. Cette méthode est aussi utilisée pour chercher des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes autres que la Terre. Mais c'est encore un autre sujet, on abordera certainement ça plus tard. En tout cas, quand on dit objet lointain, il faut savoir que la vidéo que je fais aujourd'hui sera certainement très rapidement obsolète. Les technologies avançant de plus en plus vite, vous vous en doutez, un jour on trouvera forcément un objet plus lointain que celui dont je vais vous parler. Bien que nous sommes limités par notre univers observable, l'univers nous réserve encore bien des secrets. Donc certainement que dans les années à venir, cette vidéo sera complètement obsolète. Mais on peut continuer à rêver. Aujourd'hui, par exemple, le télescope spatial James Webb réalise des incroyables photos et nous permet de découvrir des choses de dingue. Mais à l'époque, les premières lunettes astronomiques nous permettaient à peine de trouver des galaxies. Grâce à la technologie, on avance toujours. Mais ça, c'est grâce à des savants et des chercheurs qui continuent de rêver et de créer des innovations de jour en jour, rendant presque la science-fiction possible aujourd'hui. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, on va revenir au sujet. Vous savez maintenant comment estimer les distances d'un objet dans l'espace et aussi comment ça se fait qu'on va pouvoir aller voir des objets qui se trouvent dans le passé. Maintenant, on va commencer à chercher les objets lointains. Vous savez quoi? On va être sage. On va commencer par un objet qui se trouve dans le système solaire. Je vous présente Far Far Out, un objet caché au fin fond du système solaire. Et quand je vous dis au fin fond, je rigole pas. On est sur du 175 unités astronomiques. C'est-à-dire que l'objet au plus lointain se trouve à 175 fois la distance entre la Terre et le Soleil. À titre de comparaison, Neptune, la planète la plus lointaine du système solaire, se trouve à 30 unités astronomiques. Là, on est à 175. C'est énorme. C'est bien beau, hein, c'est l'objet le plus lointain, ça fait plaisir. Mais c'est pas assez. Il faut qu'on aille chercher quelque chose d'encore plus lointain. Quelque chose caché au fin fond de l'univers. Quelque chose de primordial, quelque chose qui était là dès le départ. Et il y a un objet qui est assez intéressant. On va commencer à aller regarder l'étoile, la plus lointaine. Un objet assez lointain que pour le commun des mortels, c'est terriblement impossible de se rendre compte des distances colossales qui nous séparent. Cherchons l'étoile la plus lointaine de l'univers. Et ça tombe bien, parce que ce que je vous ai trouvé, c'est un objet qui était là bien avant l'existence du système solaire. Je vous présente Earendel, une étoile primordiale. On en a parlé tout à l'heure du télescope spatial James Webb qui réalise des progrès de dingue. Et typiquement, cette étoile a été mise au jour par le télescope spatial James Webb. Elle est splendide. On parle de quelque chose qui est juste exceptionnel et d'une étoile terriblement ancienne. Donc on va détailler un peu. Bon, déjà on le voit par sa couleur. Earendel est extrêmement vieille. Pourquoi? Parce qu'elle est terriblement décalée au rouge.
donc elle est très lointaine. Les photons qu'elle émet ont été émis il y a presque 13 milliards d'années. C'est quasiment après le Big Bang. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette photo et sur cette étoile, donc vous savez quoi, on va commencer déjà par le principal. Cette étoile fait partie des toutes premières étoiles de notre univers, et à elle seule, elle pèse entre 50 et 100 fois la masse du Soleil. Un monstre gigantesque, qui est presque à lui seul 2 fois plus chaud que notre étoile. Et on a de la chance d'avoir les équations de la relativité générale avec nous, pour pouvoir nous montrer cette image. Parce que, quelque chose de spécial sur cette image. Vous ne trouvez pas que la galaxie a une forme étrange? Ce trait rouge que vous voyez, c'est bien une galaxie, et elle est de cette forme-là parce qu'en fait elle est cachée derrière. C'est complètement contre-productif. Mais galaxie est cachée derrière un autre amas de galaxies. Un amas extrêmement massif. Tellement massif qu'en fait même la lumière s'en retrouve courbée à cause de la masse énorme de cet amas. Et c'est grâce à ça qu'on peut le voir. Sans ça, on n'aurait peut-être jamais vu cette étoile. C'est-à-dire que là, on a réussi à prendre en photo un effet de lentille gravitationnelle. Ce sont souvent des objets très massifs qui produisent ce genre d'effet. C'est par exemple ce qu'on va voir autour des trous noirs ou des étoiles à neutrons. Typiquement, on pourrait voir des effets de lentille gravitationnelle, que la lumière soit courbée à cause de la masse excessive des objets qu'il y a autour. C'est assez impressionnant de pouvoir clairement voir cette image qui se trouve à des distances complètement folles. Imaginez un petit peu si on était à côté. C'est irréel. Alors cette étoile est terriblement loin, ça fait plaisir, mais... Vous trouvez que c'est assez loin? Pas moi. C'est pas l'objet le plus lointain qu'on puisse trouver, et il faut qu'on continue à chercher quelque chose d'encore plus lointain. Peut-être quelque chose de plus brillant, quelque chose de plus gros certainement, quelque chose de plus massif, plus impressionnant. Un objet bien plus chaotique. Bien plus primordial. Un objet... complètement fou, qui pourrait témoigner du passé tumultueux de notre univers. Un témoin présent des premiers jours. Un témoin qui en a vu des pas propres. Un objet où le concept de vie est complètement balayé. Un objet qui mettrait au placard toutes nos lois de la physique. Avant de vous le présenter, on va lui donner un petit nom. Parce que là, vous avez son nom complet, mais nous, on va l'appeler Galactus. Vous connaissez le méchant de l'univers Marvel? Je vous présente, sous vos yeux ébahis, le dévoreur de mondes. Bon, alors c'est quoi ce truc? C'est ce qu'on appelle un quasar. Ce monstre, on peut le voir tel qu'il était 650 millions d'années après le Big Bang. Autant vous dire que c'était quasiment de suite après. C'était il y a plus de 13 milliards d'années, oui. La Terre n'en a que 4 milliards, ça vous donne une idée. C'est l'une des formes les plus primitives de l'univers. Vous savez pourquoi on l'appelle le dévoreur de mondes? Ces objets-là, à eux seuls, sont capables d'avaler 100 fois la masse du Soleil en un an. Ça fait 2 soleils absorbés par semaine. Est-ce que vous imaginez un peu? S'approcher d'un objet comme celui-là défierait toutes nos lois de la physique et mettrait à rude épreuve les équations de la relativité générale. On observerait le temps s'écouler de plus en plus vite et devenir de plus en plus bleu autour de nous, dû à la montée en énergie des photons qui nous traversent. Et on aurait certainement la chance, si on réussit à survivre au phénomène de spaghettification, on réussirait à voir le temps et l'univers s'écouler autour de nous à des vitesses complètement ahurissantes. Ces objets-là, au-delà de l'horizon des événements, cette zone noire et sombre complètement perdue, on ne sait pas ce qui se passe. C'est un endroit où toutes nos lois de la physique sont complètement démontées, où le concept de temps et d'espace est complètement balayé et détruit, où tout ce que l'on sait ne se sait plus. Peut-être qu'une vidéo sur les trous noirs sera dédiée, mais pas aujourd'hui. Et vous savez pourquoi le temps va s'écouler plus rapidement? Et vous savez pourquoi le temps s'écoule plus rapidement autour de nous si on s'approche de nuit? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le temps est malléable. C'est une pâte à modeler avec laquelle on peut jouer autant qu'on veut. Évidemment, tout en respectant les règles déjà préétablies. Donc, ça laisse la place au rêve. D'ailleurs, en parlant de rêve, arrêtez de perdre votre temps. Apprenez, rêvez et créez si vous ne voulez pas devenir cette espèce d'énorme boule noire, sans âme, qui n'est que là, sans aucun but dans l'espace, et sans même savoir ce qu'elle fait là. Parce qu'un quasar, on sait toujours pas comment il fait pour arriver là. Encore plein de mystères. Donc vous l'avez compris, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Abonnez-vous si vous ne voulez pas louper la suite. Mais j'avais une petite question. On est allé loin aujourd'hui découvrir l'univers. Comment il est né notre univers? Quoi qu'il en soit, si vous avez une réponse à cette question, je vous laisse le bonheur de me mettre ça en commentaire. Je vous laisse également le bonheur de mettre un petit pouce, de vous abonner et surtout de profiter. Sur ce, aventuriers, aventurières, merci beaucoup
et fin de transmission. Bon. De grâce, ils ont eu la gentillesse de me laisser les coordonnées sur ce générateur de champ bovis, mais... Je comprends pas vraiment ce qu'on va faire. On va s'y rendre.